Le mercredi 23 août, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Prigojine avait été victime d'un accident d'avion. Il avait été le fer de lance d'une éphémère mutinerie contre Poutine en juin. La chronologie de sa mort a donc fait naître des soupçons quant à l'identité de l'auteur de l'assassinat. Certains s'intéressent au leadership de Poutine. Ce dernier n'est pas étranger aux tentatives d'assassinat. Il a échappé à des tentatives d'assassinat à 43 reprises. Même si ce chiffre n'est pas comparable aux 600 tentatives d'assassinat dont a été victime Fidel Castro, il n'en reste pas moins étonnant. La plupart des gens n'ont qu'une seule chance, comme Prigojine. Et 43 tentatives, c'est un chiffre incroyablement élevé. Alors, pour les sceptiques ou les curieux, dans cette vidéo, je vais expliquer comment Vladimir Poutine a survécu à 43 tentatives d'assassinat. Numéro 1. Dépenser beaucoup pour la sécurité. L'un des aspects les plus étonnants de la sécurité de Poutine est l'ampleur des ressources consacrées à sa protection. Le Service fédéral de protection, FSO, est au cœur de cette opération, reflétant des années d'expertise héritées du KGB de l'ère soviétique. Cette agence a évolué au fil du temps, absorbant divers organes gouvernementaux sous ses ailes, ce qui a conduit à la consolidation du pouvoir qui lui permet aujourd'hui de contrôler l'allocation des ressources financières de la Russie. Le général Dmitri Kochnev est le personnage énigmatique à la tête du FSO. Le budget exact du FSO reste entouré de secrets, mais son influence est indéniable. Selon les estimations, l'agence dispose d'un budget annuel important, qui pourrait s'élever à 2,7 milliards de dollars. Cette puissance financière s'accompagne d'une main-d'œuvre importante, composée d'au moins 50 000 personnes dévouées. On estime que le budget de sécurité de Poutine ne ressemble à aucun autre dans le monde, et ce pour de bonnes raisons. Avec un nombre stupéfiant de 43 tentatives d'assassinat documentées, il est clair que d'innombrables menaces pèsent sur sa vie. C'est pourquoi le Service fédéral de protection, ou FSO, ne néglige aucun détail lorsqu'il s'agit d'allouer des fonds à sa sécurité. De la technologie de surveillance de pointe à une équipe d'agents d'élite hautement qualifiés, aucune dépense n'est épargnée. La portée du FSO s'étend à tous les aspects imaginables de la protection, y compris les transports sécurisés, les systèmes de communication de pointe et la vérification complète des antécédents de toute personne entrant en contact avec le président. Le contrôle du budget russe par le FSO lui confère un niveau d'autonomie dont peu d'autres agences bénéficient. Cette autonomie permet à l'agence de canaliser les ressources là où elles sont le plus nécessaires, sans lourdeur bureaucratique. Cette consolidation du pouvoir et des ressources a transformé les FSO en une force avec laquelle il faut compter, non seulement en termes de sécurité, mais aussi dans le domaine de l'influence nationale. En effet, le passé de Poutine en tant qu'ancien agent du KGB a probablement contribué à lui faire prendre conscience des menaces potentielles qui peuvent surgir au sein de ses propres cercles. En conséquence, il diversifie stratégiquement ses mesures de sécurité afin de minimiser les vulnérabilités. Ce principe est évident non seulement dans son approche personnelle, mais aussi dans sa gestion de l'appareil de sécurité dans son ensemble. La Garde nationale, une entité créée directement par Poutine lui-même, sert de contre-mesure au pouvoir croissant du Service fédéral de protection. Avec plus d'1 million de soldats sous son commandement, cette force est une entité redoutable qui répond directement au président. Son rôle principal est de dissuader toute velléité de coup d'État militaire ou de lutte interne pour le pouvoir. Cette décision montre que Poutine reconnaît la nécessité d'équilibrer la dynamique du pouvoir au sein de sa structure de sécurité. Si l'entretien annuel de la Garde nationale coûte cher aux contribuables russes, M. Poutine considère qu'il s'agit d'un investissement utile pour maintenir la stabilité et prévenir les contestations internes de son autorité. Le budget substantiel alloué à cette force reflète le sérieux avec lequel Poutine prend son rôle pour assurer la sécurité de sa nation. La Garde nationale cherche également à projeter une image de force et de dissuasion. En mettant en avant une force militaire robuste, M. Poutine vise à décourager les hauts fonctionnaires, qu'ils soient militaires ou civils, d'envisager des actions susceptibles de saper son autorité. Même des personnalités comme feu Evgeny Prigojine, le chef de Wagner, ne pourraient pas s'en approcher s'il essayait. Toutefois, lorsqu'il s'agit de faire face à des menaces immédiates et d'assurer la sécurité physique de Poutine, c'est le service de sécurité du président, le SBP, qui occupe le devant de la scène. Cette unité, également connue sous le nom de Sluzhba Bezopasnosti Prezidenta Rossii, est spécialement formée et équipée pour assurer la protection du président russe. Leur processus de sélection méticuleux, leur entraînement intensif et leurs compétences spécialisées leur permettent d'opérer à la fois discrètement et efficacement. La sécurité personnelle de Poutine, le SBP, est une unité aux multiples facettes, entraînée à la perfection. Ces agents hautement qualifiés ont pour mission d'éliminer les menaces perçues. Leur formation, leur processus de sélection et leurs détails opérationnels restent un secret bien gardé. Le processus de sélection pour devenir membre de cette force d'élite est incroyablement rigoureux. Les candidats potentiels sont soumis à des vérifications approfondies de leurs antécédents, à des évaluations psychologiques et à des tests physiques rigoureux,
afin de s'assurer qu'ils possèdent les qualités nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches. Les gardes du corps les plus proches sont choisis non seulement pour leur prouesse physique, mais aussi pour leur loyauté, leur capacité à prendre rapidement des décisions et à rester calmes sous une pression énorme. Une fois sélectionnés, ces gardes du corps suivent une formation continue et spécialisée, perfectionnant leurs compétences en matière de tir, de combat à main nue, de manœuvres tactiques et d'intervention d'urgence. Leur rôle exige qu'ils soient adaptables et prêts à faire face à toute situation susceptible de menacer la sécurité du président. Le secret qui entoure les opérations du SBP est primordial, car l'effet de surprise est essentiel pour assurer la protection du président. Leur présence vigilante est ressentie à la fois en arrière-plan et en première ligne. Lorsque M. Poutine se déplace en Russie, le service spécial de garde du corps, SBP, orchestre plusieurs niveaux de protection pour sécuriser son itinéraire. Accompagné d'un cortège qui ressemble à une parade militaire, sa limousine est une forteresse mobile. L'Orus Sena, la réponse de la Russie à ses besoins en matière de sécurité, est une merveille technologique conçue pour résister à toute une série de menaces, montrant clairement qu'aucun risque n'est pris lorsqu'il s'agit de sa sécurité. Cette forteresse mobile, créée selon les spécifications exactes de M. Poutine, témoigne de son engagement à limiter sa dépendance à l'égard des produits occidentaux. Avec un investissement de plus de 18 millions de roubles, soit l'équivalent de 300 000 $, elle est dotée de fortifications inégalées qui peuvent résister aux balles de tous calibres, aux tirs de sniper, aux mines terrestres, aux attaques au gaz chimique et même aux assauts de missiles à petite échelle. L'Orus Sena n'est pas un simple véhicule, c'est un centre de commandement high-tech sur roues. Équipée de systèmes de communication de pointe, la limousine permet à l'équipe de sécurité qui se trouve à l'intérieur de rester connectée et informée à tout moment. Même lorsque les fenêtres sont complètement fermées, un système avancé de télévision en circuit fermé, CCTV, fournit une vue complète à 300 degrés du périmètre environnant, améliorant ainsi la connaissance de la situation de l'équipe de sécurité. Outre les dispositifs installés en Russie pour le protéger, il fait également appel à des entreprises militaires privées. Parmi eux, citons Enot Corps, Patriot, Redu, Fakel, Slavonic Corps et les groupes Wagner. Parmi tous ces groupes, le groupe Wagner se distingue. Ils sont apparus pour la première fois en 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie, et depuis lors, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont été impliqués dans des guerres en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Ce que Poutine veut nous faire croire, c'est qu'elle a été fondée par Prigojine lui-même. Il a affirmé « J'ai nettoyé moi-même les vieilles armes, j'ai trié moi-même les gilets pare-balles et j'ai trouvé des spécialistes qui pouvaient m'aider dans ce domaine. » C'est à partir de ce moment-là, le 1er mai 2014, qu'est né un groupe de patriotes qui s'est ensuite appelé le bataillon Wagner. Bien qu'il n'ait pas d'expérience militaire, il s'est souvent appuyé sur Utkin, lui aussi présumé mort, pour commander les opérations du bataillon Wagner. Toutefois, il est admis que des groupes comme Wagner sont utilisés par Poutine et l'État russe comme des mandataires afin de pouvoir nier de manière plausible les opérations militaires à l'étranger et de dissimuler les véritables victimes des interventions russes à l'étranger. Le groupe Wagner s'est fait connaître par son implication dans divers conflits et par des allégations de graves violations des droits de l'homme. Des agents du groupe Wagner ont été accusés d'avoir commis des crimes de guerre, notamment des meurtres, des tortures, des viols et des vols contre des civils, ainsi que d'avoir torturé et tué des personnes accusées d'avoir déserté. Cet entrepreneur militaire privé a joué un rôle important dans l'invasion russe de l'Ukraine, notamment en recrutant des détenus russes pour combattre sur la ligne de front. Les effectifs du groupe Wagner en Ukraine auraient considérablement augmenté au fil du temps, passant d'une estimation initiale de 1000 agents à potentiellement 20 000 à 50 000 d'ici la fin de 2022. Evgeny Prigojine, le fondateur du groupe Wagner, tentera plus tard, en juin 2023, de renverser le gouvernement Poutine et de se retrouver face à face avec Poutine lui-même. Deuxièmement, éliminer les rivaux. Invoquant les pouvoirs croissants du groupe Wagner, Poutine a décidé qu'il était temps que ce groupe, dont il a affirmé à plusieurs reprises avant 2021 qu'il n'avait aucun lien avec lui, soit intégré dans l'armée russe. Prigozhin refusera cette intégration, car elle le subordonnerait à des hommes qu'il déteste, Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, et Valery Gerasimov, le chef de l'état-major général. Il y a eu une période de tension croissante entre le ministère russe de la Défense et Evgeny Prigojine, le leader du groupe Wagner. Prigojine, autrefois partisan de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avait pris une mesure audacieuse en critiquant publiquement le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et le chef d'état-major général, Valery Gerasimov. Il les a tenus pour responsables des lacunes militaires perçues par la Russie, les accusant de céder des territoires russes à l'Ukraine. Dans une démarche audacieuse, Prigojine a rejeté la responsabilité sur les hauts responsables militaires, alléguant que leurs décisions avaient compromis les intérêts nationaux de la Russie. Il les a non seulement critiqués, mais aussi accusés d'avoir orchestré la cession de territoires russes à l'Ukraine.
Cette critique a touché une corde sensible, résonnant au sein d'une hiérarchie militaire déjà marquée par des tensions internes. Au milieu de ces tensions croissantes, le groupe Wagner a organisé une rébellion spectaculaire. Le 23 juin 2023, ils sont passés à l'action, affirmant leur pouvoir et défiant l'ordre établi. Prigojine a présenté la rébellion comme une réponse à une attaque présumée du ministère de la Défense contre ses forces. Il a exigé que Shoigu et Gerasimov lui soient remis, révélant ainsi la profondeur de la lutte pour le pouvoir. Le 24 juin 2023, le président russe Vladimir Poutine s'adresse à la nation dans un discours télévisé. Avec gravité, il dénonce les actions du groupe Wagner, qu'il qualifie de trahison. Les mots de Poutine ont résonné dans toute la nation, renforçant son engagement à maintenir la stabilité et le contrôle. Il s'est engagé à réprimer la rébellion. Leur plan initial ne consistait pas à déclencher une guerre totale à Moscou, mais à capturer le ministre de la Défense Shoigu et l'état-major général Gerasimov lorsqu'ils prévoyaient de se rendre dans la région du sud de la Russie qui borde l'Ukraine. Même si le plan avait de bonnes chances de réussir, il n'a pas été mis en œuvre, car avant qu'ils ne puissent agir, ils ont été découverts. Prigojine a donc mis en place un plan B. Cette fois, il allait se rendre à Moscou pour voir Poutine en personne. Prigojine a probablement informé de hauts responsables militaires de son plan. Le commandant de la garde nationale russe, Viktor Zolotov, a déclaré que les autorités avaient eu connaissance du projet de rébellion entre le 22 et le 25 juin. Selon Medusa, transmettant des témoignages anonymes, il est possible que les services de sécurité n'aient pas eu le courage de dire au président qu'il se passait quelque chose avec Prigojine. Parce que s'ils signalèrent le problème, des décisions devraient être prises. Et comment prendre cette décision? Ensuite, Wagner a refusé de s'intégrer dans l'armée régulière. Il y avait un mauvais pressentiment qui se répandait dans l'air, que quelque chose était sur le point de se produire. Mais lorsqu'ils en ont discuté en réunion, ils ont décidé de ne pas céder à ces appels au coup d'État, car ils le considéraient comme un opportuniste audacieux qui ne respecte pas les règles. En ce qui concerne le risque d'une insurrection armée, ils ont estimé qu'il était nul. Alors que les tensions s'intensifient et que l'armée russe se montre complaisante, les forces de Prigojine passent à l'action. Elles ont pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don et se sont infiltrées dans le quartier général du district militaire sud de la ville. Cette prise de contrôle soudaine a provoqué une onde de choc dans la région. C'est à ce moment-là que Poutine a pris conscience de la situation. Avant cela, il pensait que les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Les fonctionnaires du Kremlin et Poutine ont d'abord considéré Prigojine comme un opportuniste audacieux, minimisant le risque d'insurrection. Leur conviction que l'annonce de Prigojine était un bluff a changé lorsque Wagner s'est emparé de Rostov-sur-le-Don. Loukachenko, le président du Bélarus, a indiqué que lui et Poutine avaient sous-estimé la situation, pensant qu'elle s'estomperait naturellement. Dans une remarquable démonstration de force, une colonne blindée de troupes wagnériennes a jeté son dévolu sur le cœur de la Russie, Moscou. Déterminés dans leur rang, ces rebelles armés de systèmes anti-aériens mobiles avancent dans l'oblast de Voronezh, sans se laisser décourager par les attaques aériennes de l'armée russe. La progression de la colonne défie les attentes, alors même que le ciel se couvre de tirs. Les militaires russes ont concentré leur défense terrestre le long de la route menant à Moscou, anticipant l'approche de Wagner. Le décor est planté pour un affrontement potentiel aux proportions titanesques, mais le destin en a voulu autrement. Le maire de Moscou, soutenu par Poutine, a déclaré un régime d'opération antiterroriste dans la ville, renforçant la présence des forces de sécurité et envisageant un couvre-feu. Poutine a commencé à rassembler des véhicules blindés et des forces de sécurité autour de Moscou. Les vols au départ de Moscou se sont envolés, les gens cherchant à fuir, et l'avion de Poutine a décollé de Moscou, bien qu'il n'ait pas été à bord. Poutine a ensuite imposé des restrictions aux déplacements dans l'oblast voisin de Kaluga. Il a demandé au FSB de faire une descente au siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, où il aurait trouvé de l'argent liquide, des armes de poing, des lingots d'or et bien d'autres choses encore. Prigojine a affirmé que l'argent était destiné aux salaires et aux opérations mondiales. Les bureaux des médias de Prigojine ont également été perquisitionnés. La journaliste russe Olga Romanova a accusé le FSB et Poutine d'avoir menacé les familles des recrues de Wagner. Le Daily Telegraph a fait état de menaces similaires de la part des services de renseignement russes lors de l'avancée de Wagner sur Moscou. Le 24 juin 2023, Prigojine aurait tenté de contacter Poutine, mais ce dernier n'a même pas voulu lui parler ou le voir, sachant qu'il était trop protégé pour que le groupe Wagner puisse le toucher. Il était très confiant dans sa protection. Finalement, les négociations ont été menées par Vaino, Patrushev et Grizlov, Prigojine ayant insisté sur la participation de hauts fonctionnaires. Comme Poutine était en colère contre Prigojine et refusait même de lui parler, Loukachenko, le président du Bélarus, est intervenu en tant que médiateur à la demande de Poutine. Loukachenko, le président de la Biélorussie, et Prigojine ont négocié un accord selon lequel les forces Wagner s'arrêteraient et reviendraient en échange de la sécurité. Le président de la Biélorussie a déclaré ce qui suit à propos de l'événement.
J'ai dit Zenia, diminutif de Yevgeny. Personne ne te donnera ni Shoigu ni Gerasimov, surtout dans cette situation. Tu connais Poutine aussi bien que moi. Deuxièmement, il ne se contentera pas de ne pas vous rencontrer. Il ne vous parlera pas au téléphone à cause de cette situation. Prigojine est d'abord resté silencieux, puis a éclaté. Mais nous voulons la justice. Ils veulent nous étrangler. Nous irons à Moscou. Je lui ai répondu. À mi-chemin, tu seras écrasé comme un insecte. Peu après, Prigojine a annoncé dans une déclaration audio qu'il avait accepté l'accord pour éviter toute effusion de sang. Il a déclaré « Il voulait dissoudre la compagnie militaire Wagner. Nous avons entamé une marche pour la justice le 23 juin. En 24 heures, nous sommes arrivés à 200 km de Moscou. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas versé une seule goutte de sang de nos combattants. Aujourd'hui, le moment est venu de faire couler le sang. Comprenant la responsabilité de la possibilité que le sang russe soit versé d'un côté, nous faisons faire demi-tour à nos colonnes et retournons au camp de campagne comme prévu. » Le 24 juin, vers 23 heures, le groupe Wagner commence à se retirer de Rostov-sur-le-Don. Les habitants ont applaudi leur départ, et certains ont même salué Prigojine. La réaction de Prigojine à l'issue de l'opération est légère. Le 25 juin, les forces Wagner se sont également retirées de Voronej et seraient retournées dans l'est de l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, a déclaré que les charges contre Prigojine seraient abandonnées, qu'il irait en Biélorussie et que les combattants de Wagner ne feraient pas l'objet de poursuites. Ceux qui n'ont pas participé à la rébellion pourraient signer avec le ministère de la Défense et le déploiement de Wagner serait rétabli. Le bureau de M. Poutine a remercié M. Loukachenko pour son rôle dans la fin de la rébellion. Le 4 juillet, même les 10 milliards de roubles en espèces saisis par Poutine ont été restitués à Prigojine, sans aucun détail sur l'or et la poudre saisis précédemment dans son bureau à Pétersbourg. Mais tout le monde sait que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. On ne déclare pas un coup d'État ou une mutinerie en disant « Désolé, puis-je revenir en arrière ?» Non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pourquoi beaucoup de gens se méfient de la décision de Poutine de laisser partir Prigojine. Et pendant un certain temps, il a semblé que c'était exactement ce que Poutine essayait de faire, et que même Prigojine ne pouvait pas être aussi naïf. Mais le 23 août 2023, Prigojine est monté à bord d'un avion en partance pour Dieu sait où, de Dieu sait où. Poutine lui-même l'aurait vu pour la dernière fois en Russie, et ils avaient tous deux prévu de se rendre en Afrique. Pour autant que je sache, il n'est rentré d'Afrique qu'hier. Il y a rencontré certaines personnes officielles. À mi-chemin entre Moscou et Pétersbourg, l'avion de Prigojine a été vu en train de plonger vers le sol avec une traînée de fumée, et le reste appartient à l'histoire. Les gens ne sont même pas sûrs qu'il était à bord de l'avion, mais les registres des passagers de l'avion indiquent qu'Evgeny Prigojine était un passager. Certains pensent que Poutine a laissé Prigojine vivre aussi longtemps pour savoir lesquels de ses généraux étaient complices du coup d'État. Troisièmement, consolider le pouvoir. Poutine a survécu à la mort à de nombreuses reprises et son parcours montre qu'il a été formé pour cela. La carrière de M. Poutine a débuté en tant qu'officier du renseignement extérieur du KGB où il a passé 16 ans et atteint le grade de lieutenant-colonel. En mai 1990, il est devenu conseiller en affaires internationales d'Anatoly Sobchak, le maire de Leningrad. Cependant, la trajectoire de Poutine prend un tournant en 1991 lorsqu'il démissionne du KGB en raison de son désaccord avec le coup d'État contre Mikhaïl Gorbatchev. Il ne voulait pas être associé aux activités de renseignement de la nouvelle administration. Dans la foulée, Poutine envisage de travailler comme chauffeur de taxi privé pour arrondir ses fins de mois. Par la suite, le 28 juin 1991, il a pris la tête du comité des relations extérieures du bureau du maire. Ce rôle consiste à favoriser les relations internationales, à attirer les investissements étrangers et à superviser l'enregistrement des entreprises. Dans l'année qui suit, une enquête menée par Marina Sali, du conseil législatif de la ville, met en cause Poutine pour des manquements présumés, notamment des prix sous-évalués et l'autorisation d'exporter des métaux en échange d'une aide alimentaire non satisfaite. Malgré la recommandation de le démettre de ses fonctions, M. Poutine est resté en poste jusqu'en 1996. De 1914 à 1996, il a occupé divers postes politiques et gouvernementaux à Saint-Pétersbourg. Au cours de cette période, M. Poutine a notamment été nommé premier vice-président du gouvernement de Saint-Pétersbourg en mars 1994. Il a également organisé la section de Saint-Pétersbourg du parti politique pro-gouvernemental Notre Maison, Russie, associé au Premier ministre Viktor Tchernomyrdine. Ce parti libéral est au pouvoir et il dirige la campagne électorale pour les élections législatives de 1995, tout en dirigeant la section de Saint-Pétersbourg jusqu'en juin 1997. Le 9 août 1999, Poutine devient l'un des 3 premiers vice-premiers ministres. Et plus tard dans la journée, il est nommé Premier ministre par intérim du gouvernement de la Fédération de Russie par le président Eltsine.
Eltsine a indiqué qu'il souhaitait que Poutine lui succède et Poutine a accepté de se présenter à la présidence. Le 16 août, la nomination de M. Poutine au poste de Premier ministre a été approuvée par la Douma d'État avec 233 voix pour, dépassant ainsi la majorité requise de 226 voix. Bien que sous-estimée au départ, l'image de Poutine en matière de maintien de l'ordre a gagné du terrain après les attentats à la bombe contre des appartements russes en septembre 1999 et le conflit au Daghestan. Cela a renforcé sa popularité et lui a permis de surpasser ses rivaux dans la course à l'élection présidentielle. Bien qu'il ne soit pas officiellement affilié à un parti, Poutine a exprimé son soutien au Parti de l'Unité nouvellement créé. Ce parti a acquis une grande popularité, remportant 23,3% des voix lors des élections à la Douma de décembre 1999 et soutenant la candidature de M. Poutine. Le 31 décembre 1999, la démission inattendue d'Eltsine a conduit Poutine à devenir président par intérim de la Russie, conformément à la Constitution. Peu après son entrée en fonction, M. Poutine a rendu visite aux troupes russes en Tchétchénie. Son premier décret présidentiel, signé le même jour, était intitulé « Sur les garanties pour l'ancien président de la Fédération de Russie et les membres de sa famille ». Dans ce décret, M. Poutine a garanti l'immunité de M. Eltsine et des membres de sa famille contre les accusations de corruption, notamment dans des affaires telles que le scandale de corruption Mabetex. Il a même réussi à faire taire les enquêtes le concernant, comme l'affaire des exportations de métaux de 1992. Initialement prévues en juin 2000, les élections présidentielles ont été avancées au 26 mars 2000 en raison de la démission d'Eltsine. Poutine a remporté le premier tour de l'élection avec 53% des voix, bien que ses adversaires se soient préparés à un scrutin ultérieur. L'investiture du président Poutine a eu lieu le 7 mai 2000 et il a nommé Mikhail Kasyanov au poste de Premier ministre. Mais sa gestion de la catastrophe du sous-marin Kursk en août 2000 a suscité des critiques immédiates en raison des retards dans sa réaction, alors que 118 personnes sont mortes en quelques minutes et que 23 autres ont réussi à survivre pendant 6 heures éprouvantes. Pendant cette période, Poutine a rejeté la demande d'aide d'autres pays pour récupérer le sous-marin alors qu'il était en vacances dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire. C'est à cette occasion que M. Poutine a commencé à manifester son mépris pour les médias. Il a exprimé sa colère face à la couverture critique de NTV, la chaîne de télévision la plus populaire du pays, alors qu'il rencontrait des parents de sous-mariniers. Des témoins ont rapporté que M. Poutine s'était exclamé « Ils mentent! Ils mentent !» Il a accusé la chaîne de télévision de nuire activement à l'armée au cours des 10 dernières années, alors que des personnes continuent de perdre la vie au sein des forces armées. Peu après, il a fait part à M. Venediktov de son mécontentement concernant sa couverture radiophonique. Le journaliste a indiqué qu'il avait reçu des plaintes similaires de la part du dernier dirigeant soviétique, Mikhail Gorbatchev, et de son successeur, Boris Eltsine. Toutefois, dans ces cas-là, les dirigeants ont exprimé leurs griefs tout en permettant aux journalistes de poursuivre leur travail sans entrave. Réfléchissant à cela, M. Venediktov a révélé « Si Gorbatchev et Eltsine pensaient que les médias étaient une institution de la société, M. Poutine croyait sincèrement et croit maintenant qu'il s'agit d'un outil », a-t-il déclaré dans une interview. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit que c'était soit un outil dans les mains du pouvoir, soit un outil du propriétaire. Très vite, Poutine a placé NTV sous le contrôle de l'État et n'a cessé de réprimer les médias indépendants. NTV est le seul réseau national privé de Russie. En mai 2000, la police fiscale, soutenue par le bureau du procureur et des officiers du FSB, a mené une perquisition de 12 heures au siège de NTV et de Mediamost, la société mère, faisant craindre que ces actions soient motivées par des considérations politiques en raison de l'opposition de NTV à Poutine. Ce dernier a toutefois nié toute implication. Les autorités fiscales ont ensuite poursuivi Mediamost, tandis que Gazprom a acquis une participation majoritaire dans NTV en 2001. Poutine a rencontré des journalistes de NTV, mais a gardé ses distances par rapport à la situation. Gazprom Media a ensuite démis Kiselyov de ses fonctions de directeur général de NTV. Poutine a ainsi pris le contrôle de l'une des plus grandes chaînes de télévision d'État. Il s'agit du premier CA d'abus de pouvoir de la part de Poutine. De 2000 à 2004, Poutine s'est attaché à reconstruire l'économie du pays et la dynamique du pouvoir. Il a conclu un grand marché avec les oligarques russes, leur permettant de conserver leur influence en échange d'un soutien à son gouvernement. La prise d'otage du théâtre de Moscou a eu lieu en octobre 2002 et a fait de nombreuses victimes. De manière surprenante, la popularité de Poutine a grimpé en flèche, 83% des Russes approuvant sa gestion de la crise. En 2003, un référendum en Tchétchénie a débouché sur une nouvelle constitution alignant la région sur la Russie, tout en lui accordant une certaine autonomie. La deuxième guerre de Tchétchénie a vu le mouvement rebelle s'affaiblir, bien que des attaques sporadiques se soient poursuivies dans le nord du Caucase. En mars 2004, Poutine a été réélu avec 61% des voix.
Sa répression des médias a été immédiate. Mais cette fois, il s'en prend aux personnes qui ont financé son adversaire. Mikhail Khodorkovsky, le président de la compagnie pétrolière et gazière Yukos, a été poursuivi pour fraude et évasion fiscale. La presse internationale y a vu des représailles pour les dons de Khodorkovsky aux opposants libéraux et communistes du Kremlin. Le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaya, journaliste réputée pour avoir révélé la corruption au sein de l'armée russe et ses actions en Tchétchénie, a été tuée par balle dans le hall de son complexe résidentiel, une date qui coïncidait avec l'anniversaire de Poutine. La disparition tragique de Madame Politkovskaya a suscité une censure mondiale généralisée, accompagnée d'allégations selon lesquelles M. Poutine n'aurait pas assuré une protection adéquate ou aurait pu être le cerveau de l'assassinat. Ils l'ont accusé d'avoir utilisé cet assassinat comme une démonstration de force contre les médias indépendants russes en plein essor. Toutefois, M. Poutine a personnellement fait remarquer que la disparition de Mme Poutine avait posé plus de problèmes au gouvernement que son travail journalistique lui-même. Selon la Constitution, Poutine ne pouvait pas briguer un troisième mandat. Cependant, elle ne dit rien sur la possibilité d'entamer un nouveau mandat. Il a donc permis à Medvedev d'être élu pour lui succéder en 2008. Poutine est devenu Premier ministre de la Russie après que Medvedev a pris ses fonctions de président, ce qui lui a permis de conserver son influence. En 2011, Medvedev a proposé la candidature de Poutine à la présidence en 2012 et la forte position politique de son parti a rendu sa victoire probable. Les élections législatives de décembre 2011 ont donné lieu à des manifestations de grande ampleur en raison de fraudes électorales présumées. Des rapports suggèrent qu'il a organisé des groupes paramilitaires fidèles à lui et à son parti au cours de cette période et qu'il a réprimé ses dissidents. Lors du congrès du Parti Russie Uni, le 24 septembre 2011, Medvedev a annoncé qu'il recommandait à Poutine de devenir le candidat du parti à la présidence, ce qui avait été convenu à l'avance entre les deux hommes. Les Russes ont qualifié cet accord de Rokirovka, qui est également le terme russe pour désigner le coup d'échec appelé Rok. La victoire de M. Poutine à l'élection présidentielle russe de 2012 a été entachée d'accusations de fraude électorale, ce qui a donné lieu à des manifestations anti-Poutine, dont le célèbre spectacle des Pussy Riot et le procès qui s'en est suivi. Mais il a été investi le 7 mai 2012. Il a publié une série de décrets présidentiels connus sous le nom de « décret de mai », définissant des objectifs pour l'économie russe et d'autres domaines politiques. C'est à cette époque qu'il a commencé à appliquer une législation plus stricte à l'encontre de la communauté LGBT et a même été le fer de lance des lois russes controversées sur la propagande homosexuelle, introduite en 2012 et 2013. Il a également défini la notion d'agent étranger dans la loi, un nouveau terme pour attaquer les médias. Ce terme concernait les organisations non gouvernementales engagées dans des activités politiques, ainsi que les individus ou les médias bénéficiant d'un financement étranger. Les entités relevant de cette définition sont soumises à des règles spécifiques d'enregistrement et de contrôle. Le ministère russe de la Justice est habilité à inscrire ces organisations sur la liste des agents étrangers. Ces mesures de répression à l'encontre de l'équipe des médias se poursuivent. Le 30 avril 2021, le président russe Vladimir Poutine a promulgué des amendements au Code des infractions administratives. Ces amendements imposent des amendes pour la distribution par les médias de documents provenant d'une entité reconnue et enregistrée en tant qu'agent étranger en Russie, si les publications ne comportent pas d'indicateur spécial désignant l'éditeur comme un agent étranger. Ces restrictions s'appliquent aux documents diffusés en ligne ou via les réseaux sociaux. Cela signifie qu'il existe un registre des médias indépendants étrangers. Sous l'autorité de Poutine, ils sont tenus de faire figurer la mention suivante dans tout leur contenu. Ce matériel a été produit et ou distribué par une organisation non commerciale exerçant les fonctions d'un agent étranger. En publiant cette clause de non-responsabilité, les directives ont été clairement énoncées. Projekt, un média basé au Kremlin, avait travaillé avec des sources gouvernementales pour mettre au jour un grand nombre de CA de corruption et d'irrégularités au sein de l'administration Poutine. Sous la direction du rédacteur en chef Roman Badanin et de son équipe, les actions du Kremlin contre le leader de l'opposition Alexei Navalny ont été dévoilées. Ils ont également enquêté sur le contrôle des médias du Kremlin par Alexei Gromov et révélé l'ingérence politique russe en Afrique et en Bolivie. Ils ont également mis au jour la corruption au sein du régime de Poutine et identifié une ancienne maîtresse présumée de Poutine ainsi qu'un enfant qui lui serait lié. Cependant, vers 2019, leurs sources au sein du gouvernement ont commencé à les traiter froidement, comme des ennemis semblables à ceux de la guerre froide. En juin 2021, Projekt est devenu le premier média désigné comme indésirable et interdit de publication en Russie. Badanin et d'autres journalistes ont été qualifiés d'agents étrangers, une étiquette qui a été appliquée à beaucoup d'autres depuis.
Malgré ces difficultés, les journalistes travaillant en dehors de la Russie sont restés critiques et indépendants, et leur audience n'a pas diminué. Mais pour la Russie, il n'y a pas de médias indépendants, mais des agents étrangers. Pour Poutine et ses partisans, la seule source d'information acceptable est Russia TV, qui, selon les critiques, n'est qu'un média de propagande racontant des histoires en faveur de l'État. Ce qui est le jeu de Poutine depuis le début. Voilà ce que nous avons pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur les cartes sur votre écran pour en savoir plus.